Les super-pouvoirs peuvent être physiques, mentaux, acquis par hasard ou après une quête personnelle. Il en va de même pour nos CMO, multitâches et capables de rendre leur entreprise future-proof, tout en jonglant avec les exigences de la World Company. Plutôt que de parler stratégie et performance, nous avons décidé de sonder la personnalité de certains marketeurs du CMO Council de Service Plan, un club exclusif lancé en 2017 à Munich et étendu à la Belgique en 2022, réunissant les directeurs marketing les plus influents du pays. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Morfitis, je suis Global Media Director chez Unilever. Quel super pouvoir avez-vous acquis au long de votre carrière? Mes super pouvoirs ou mon purpose, comme on l'appelle chez nous, c'est avoir cette habilité de connecter les gens, de construire des ponts entre les individus, entre les organisations, les sociétés commerciales, les partenaires, pour créer ensemble de la croissance pour notre business. Donc j'ai cette opportunité dans mon job au quotidien de faire travailler les équipes ensemble, que ce soit les équipes locales ou globales dans mon cas, dans tous les pays du monde, avec nos partenaires médias, avec nos partenaires au niveau des agences médias et créatives, pour faire ensemble de créer les meilleurs plans et d'avoir l'impact le plus important sur la société. Avez-vous eu un ou des mentors? Alors effectivement, mon premier mentor, ou en tout cas la première personne qui m'a vraiment inspirée, c'est professeur Jacques Derek, qui était professeur de marketing à la Vlerikschool, où j'ai eu l'opportunité de faire un MBA en marketing après mes études à Bruxelles. Et c'est vraiment lui qui m'a inspirée, et c'est grâce à son inspiration que j'ai décidé d'entamer une carrière en marketing et communication. Ensuite, bien plus tard, plusieurs années plus tard, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'équipe de Dominique Leroy, qui était notre CEO chez Unilever en Belgique. Et Dominique, vraiment, a toujours été une source d'inspiration fantastique, certainement par rapport aux femmes dans des situations et dans des rôles de leader. Et enfin, plus récemment, j'ai eu la fantastique opportunité de travailler dans l'équipe de Luis Di Como, qui est notre EVP Global Media chez Unilever, qui est un leader absolument fantastique, tant au niveau people leadership qu'au niveau business. Donc j'ai effectivement eu l'opportunité au cours de ma carrière et même avant de rencontrer, de côtoyer des personnes extraordinaires qui m'ont inspiré pour la suite. Quel a été le plus grand défi de votre carrière? C'est plutôt une évolution que j'ai constatée depuis le début de ma carrière en marketing communication chez Unilever et dans d'autres sociétés. C'est qu'effectivement, au tout départ, on parlait surtout de marketing digital, et au fur et à mesure, c'est surtout un marketing dans un monde digital, parce que tout est digital aujourd'hui. Et il faut vraiment considérer le, le, le voyage du consommateur de manière très fluide dans l'ensemble des canaux digitaux qu'il rencontrera au cours de ses recherches pour finalement, on l'espère évidemment, générer une conversion. Donc au début de ma carrière, on travaillait beaucoup sur le funnel traditionnel, et Unilever certainement est une société où on était un peu les spécialistes du spot traditionnel 30 secondes en télévision. Alors aujourd'hui, les médias traditionnels ont certainement encore une place importante dans nos plans médias, en fonction des pays, un peu plus, un peu moins. Mais bien entendu, le marketing digital a pris énormément d'importance. Et d'ailleurs, on ne travaille plus avec un funnel traditionnel. On travaille avec ce qu'on appelle un infinite loop, c'est-à-dire que partout, dans toutes les expériences digitales du consommateur, il a l'opportunité d'entrer en contact avec notre marque et de finalement gérer une conversion. Donc, une campagne de notoriété peut très bien générer de la conversion, par exemple, ce qui est un changement assez radical dans la manière dont nous construisons nos plans. Donc effectivement, en termes de learning pour les équipes marketing, les équipes communication, médias et nos agences, c'est de faire preuve d'énormément d'adaptabilité, d'être toujours connecté au consommateur. On a coutume de dire chez Unilever que le consommateur est le boss, c'est le vrai boss, c'est lui qui décide. On sera présent sur les plateformes digitales où il est présent, tout en respectant bien entendu nos standards de qualité en termes de brand safety et d'autres choses, mais on sera présent sur les plateformes qu'il fréquente avec notre marque de différentes manières pour finalement effectivement générer tant de la notoriété que de l'engagement que de la conversion.
Comment percevez-vous les avantages de travailler dans une entreprise internationale plutôt que locale? J'ai toujours considéré qu'il s'agissait plutôt d'un facteur d'accélération. Parce que ça nous permet effectivement d'avoir accès à quantité de ressources et je parle pas forcément des ressources financières, même si évidemment ça joue un rôle important. C'est surtout des ressources au niveau international. Avoir l'opportunité de travailler avec des collègues dans tous les pays du monde, dans des pays où notre secteur média, par exemple, ou dans le secteur de la communication est peut-être plus développé ou développé autrement. Donc j'ai l'opportunité aujourd'hui de travailler, par exemple, avec la Chine, qui est tout à fait différent de chez nous, ce qui est extrêmement enrichissant. Donc j'ai toujours considéré, si vous vous souvenez, mon purpose, qui est celui de créer des ponts, de créer des connexions avec d'autres équipes, d'autres gens, d'autres partenaires de par le monde, et avoir l'opportunité de travailler dans une société internationale m'offre justement cette opportunité-là. Bien entendu, il y a aussi un cadre plus rigide, un cadre plus strict qu'il faut respecter, et ça c'est quelque chose évidemment qu'il faut accepter. Mais de manière générale, j'ai toujours considéré que de travailler dans un environnement international est plutôt une opportunité, tant d'un point de vue personnel, d'un point de vue de développement personnel et professionnel, que d'un point de vue business. Les CMO ont de moins en moins de marge de manœuvre et d'influence. Vrai ou faux? Je pense que le CMO aujourd'hui fait face à un certain nombre de défis. Le premier étant effectivement pouvoir trouver un équilibre entre, d'une part, la génération des résultats financiers, des résultats de croissance de chiffre d'affaires à court terme, et par ailleurs la croissance de nos marques à plus long terme. Donc c'est effectivement un équilibre qui est parfois compliqué et complexe à trouver, mais qui est absolument nécessaire. Si on se concentre uniquement sur le court terme, on sait tous bien entendu que notre marque souffrira assez rapidement. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, le métier du CMO aujourd'hui devient plus complexe, tout simplement par rapport à l'évolution technologique rapide, qui est pour moi une fantastique opportunité de communiquer avec nos consommateurs d'une manière différente, mais qui également peut être un frein par rapport à la mission du CMO au niveau des entreprises, parce que la mission devient technologiquement plus complexe à gérer et à faire implémenter au niveau de l'entreprise, des équipes et des plans. Et enfin, au niveau régulatoire, il y a de plus en plus de règles, de régulations quand on pense au GDPR, par exemple. Donc, ça rend le métier du CMO aussi beaucoup plus complexe à gérer, et ça pourrait entraîner aussi euh, une baisse de son influence au niveau de l'entreprise. Mais néanmoins, moi, je vois ça plutôt comme une opportunité de nous dépasser en tant que CMO, de challenger nous-mêmes, bien sûr, et nos équipes et nos partenaires médias, nos agences partenaires, pour créer des plans qui soient plus efficaces d'un point de vue financier, qui soient technologiquement plus avancés, tout en étant, bien entendu, relevant pour le consommateur. La technologie n'est rien si elle n'est pas revente pour nos consommateurs, et en respectant, bien entendu, les régulations en vigueur. Donc c'est un challenge pour les équipes marketing de par le monde, mais c'est un challenge que je pense nous pouvons relever. Vous considérez-vous plutôt comme une super-héroïne tacticienne ou visionnaire? Et j'ai l'opportunité aujourd'hui dans mon rôle global d'être très visionnaire justement, parce qu'effectivement mon rôle consiste à créer des stratégies de communication, des stratégies marketing, des stratégies médias pour des marques qui sont présentes dans un grand nombre de pays du monde. Donc c'est vraiment un job extrêmement stratégique qui nous permet de prendre du recul par rapport à la réalité du pays en question et apporter une vraie stratégie aux équipes locales. Par ailleurs, j'ai fait toute ma carrière en Belgique, donc j'ai une très très solide expérience de tacticienne au niveau local. Quels sont les plans, quels sont les partenaires locaux avec lesquels on va avoir l'opportunité de travailler en dehors des partenaires internationaux pour faire en sorte que les plans soient le plus efficaces possible et touchent nos consommateurs. Donc j'ai eu l'opportunité dans ma carrière d'avoir
cette expérience double, visionnaire par rapport à mon expérience globale et beaucoup plus tacticienne par rapport à mon expérience locale. Et j'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Développer des stratégies mondiales pour des marques dans des plus grands pays du monde sans respecter la logique du consommateur local n'a aucun sens. Et donc finalement, le succès réside, selon moi, dans le bon équilibre entre stratégie visionnaire de la marque et l'opportunité d'ajouter cette petite magie locale qui va faire toute la différence par rapport à un consommateur indonésien ou un consommateur mexicain. Un exemple en tête? Je pourrais vous parler de la marque Hellmann's, qui est une marque de mayonnaise qui est présente en Belgique à petite échelle, mais très importante au niveau des États-Unis, de l'Amérique latine et d'autres pays du monde. Donc, le purpose vraiment de la marque Hellmann's, c'est make taste not waste, c'est-à-dire qu'effectivement, la marque se bat contre le gaspillage alimentaire. Dans nos pays occidentaux, j'ai envie de dire, on gaspille énormément de nourriture, tout simplement parce que on est peut-être un peu nonchalant, on sait pas très bien quoi faire avec ce qui reste dans le frigo, et finalement des quantités astronomiques de nourriture sont jetées à la poubelle. Donc Hellmann's, qui est effectivement une marque de mayonnaise, se bat contre ce gaspillage en proposant de l'inspiration culinaire aux consommateurs. On ouvre son frigo le vendredi soir, on ne sait pas quoi faire. Au lieu de commander quelque chose à l'extérieur ou d'aller faire des courses, peut-être qu'en associant quelques ingrédients dans le frigo et effectivement notre délicieuse mayonnaise, on va pouvoir encore réaliser un repas pour toute la famille. Donc c'est une stratégie de marque qui est très forte, qui a aussi un objectif sociétal qui est très intéressant et très relevant parce qu'on sait malheureusement que, et comme je l'ai dit, énormément de nourriture est gaspillée, qu'on va décliner dans notre stratégie de communication de par le monde. Par exemple, aux États-Unis, depuis plusieurs années, nous communiquons dans le Super Bowl avec justement un spot qui va créer de la notoriété par rapport à cette problématique. On sait que le Super Bowl est regardé par 200 millions de personnes dans un contexte social important où on va inviter des amis, de la famille, on va regarder le match ensemble. Il y a beaucoup de nourriture et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Finalement, on jette. Et donc Hellmann's va vraiment communiquer sur l'opportunité de ne pas jeter toute cette merveilleuse nourriture, mais d'encore l'utiliser les jours suivants en l'intégrant dans des repas pour toute la famille. Donc c'est un bel exemple, je trouve, d'une stratégie, bien entendu, une stratégie commerciale qui est extrêmement positive et qui nous permet de réaliser des belles croissances pour cette marque, mais par ailleurs, qui communique de manière importante et qui nous permet de développer tous nos efforts de communication, toutes nos ressources pour communiquer aux consommateurs américains, dans ce cas-ci, l'importance de ne pas jeter cette quantité astronomique de nourriture qui est préparée pour le moment du match du Super Bowl, mais justement de la consommer encore dans les jours qui suivent. En tant que CMO, essayez-vous comme une super-héroïne de rendre le monde meilleur? Donc effectivement, en tant qu'annonceur important, en tant que société importante, il faut prendre ses responsabilités au niveau sociétal. Donc on a parlé d'Hellmann's, c'est du combat contre le gaspillage alimentaire, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Je m'occupe personnellement d'un projet qui s'appelle Unstereotype in Media. Donc on sait qu'Unilever est connu depuis plus de 20 ans. Souvenez-vous les premières campagnes Dove d'il y a plus de 20 ans où on voyait toutes sortes de dames dans nos créations. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi en tant que jeune marketeer à l'époque. Et aujourd'hui, on va plus loin que uniquement la représentation de la société dans nos créations publicitaires, ce qui est déjà fantastique. On va plus loin et on développe des plans médias qui sont des plans unstéréotypés, c'est-à-dire des plans qui vont s'adresser à toute la population, à toutes les communautés de consommateurs, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs origines ethniques, leur âge, tous les consommateurs, absolument, doivent être inclus dans nos stratégies de communication, d'un point de vue business évidemment, mais surtout d'un point de vue sociétal.
il est important de n'exclure personne de notre communication. Tout le monde peut utiliser nos produits. On vend du dentifrice, on vend de la soupe, de la poudre à lessiver. Tout le monde peut utiliser nos produits et donc tout le monde doit être intégré dans nos stratégies de communication. Comment intégrez-vous les évolutions technologiques au niveau des réseaux sociaux ou de l'IA? Je pense que c'est la beauté de notre métier, c'est que justement chaque jour est fait d'évolution. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé fantastique, c'est qu'effectivement ça nous permet non seulement de faire évoluer la qualité de notre travail, mais aussi de nous faire évoluer en tant que professionnels. Donc ce que je vois pour l'instant, évidemment, c'est l'avènement de l'AI, très clairement, que ce soit au niveau de nos process internes, de nos outils internes, et bien également la manière dont on commence à créer certaines campagnes, la manière dont on déploie nos campagnes au niveau média, un impact très important de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment fascinant. Par rapport à cette évolution technologique, c'est vrai qu'il est toujours important d'évoluer avec la technologie, mais comme je l'ai dit, pas la technologie pour le plaisir d'utiliser la technologie dans nos plans, mais elle doit s'inscrire vraiment dans un plan de manière holistique. Elle doit répondre à un objectif clair de la marque. Quand justement cette évolution technologique peut apporter quelque chose au niveau des plans, peut apporter quelque chose au niveau du consommateur, alors vraiment c'est quelque chose de très important dont il faut tenir compte. Un exemple, je parlais d'Hellmann's tout à l'heure, nous avons développé avec Google Gemini une application qui permet justement avec son téléphone de scanner le contenu de son frigo et l'application va recommander une recette avec le contenu du frigo, encore une fois, pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est un bon exemple d'une utilisation de l'intelligence artificielle à bon escient pour renforcer les plans des marques dans le but effectivement d'atteindre nos objectifs de marque. À côté de cette évolution technologique, il y a effectivement également une évolution régulatoire dont il faut tenir compte. Les marketeers aujourd'hui doivent travailler avec de plus en plus de règles. Donc, je m'occupe chez Unilever de notre régulation interne en termes de marketing vers les enfants. Donc, nous vendons des produits alimentaires. Il faut prendre nos responsabilités aussi quand on communique vers les enfants ou vers les adolescents. En l'occurrence, il faut éviter de communiquer envers les enfants et les adolescents quand il s'agit de produits alimentaires comme les glaces par exemple. Donc toutes les glaces ne sont pas forcément adaptées à des jeunes enfants. Il faut en tenir compte. C'est de la self-regulation comme on appelle ça. C'est pas toujours facile, mais c'est très important d'en tenir compte en tant qu'industriel et de montrer l'exemple en espérant que d'autres industriels suivront notre chemin. Enfin, d'un point de vue spécifiquement marketing, on évolue notre stratégie marketing, stratégie de communication vers ce qu'on appelle social first, c'est-à-dire qu'on va communiquer vers des communautés de consommateurs qui ont des centres d'intérêt vraiment particuliers et on va communiquer avec eux d'une manière différente que ce qu'on ferait peut-être par le passé sur des plus grands médias traditionnels. On va s'associer avec d'autres partenaires pour effectivement toucher ces communautés de consommateurs sur les plateformes digitales qu'elles fréquentent. L'objectif n'est pas de forcément investir beaucoup plus sur cette plateforme, mais d'être présente avec un message beaucoup plus pertinent par rapport à des groupes de consommateurs spécifiques. Donc cette nouvelle stratégie marketing Social First Demand Generation est quelque chose de très important sur lequel on travaille énormément et qui nous permet de travailler avec d'autres partenaires peut-être que par le passé. Je cite par exemple Reddit, qui est une plateforme très intéressante pour obtenir des insights sur ce qui intéresse finalement nos communautés de consommateurs et construire ensemble des plans de communication vers ces consommateurs et aussi d'accepter et d'accueillir leur feedback, leur engagement, leur interaction en vue de créer des plans encore plus spécifiques pour nos communautés et plus efficaces. Comment gérez-vous le stress au quotidien?
J'ai le bonheur d'avoir une famille qui évidemment prend toujours la première place dans ma vie et qui fait en sorte que je reste équilibrée par rapport à mon boulot, par rapport à les nombreux voyages que j'ai l'opportunité de faire dans le cadre de mon rôle global. J'ai une famille qui me permet de m'ancrer dans le réel, dans ce qui est important, dans ce qui est fondamental dans ma vie. Et donc je les remercie aussi pour leur soutien par rapport à mes nombreuses activités professionnelles ou autres. D'un point de vue personnel, j'ai une passion pour le cinéma, j'ai une passion pour la musique. Et mon moment à moi, c'est très souvent dans une salle obscure pour aller découvrir les derniers films à l'affiche. Et ce qui me permet aussi d'avoir un moment de me time et pouvoir me ressourcer pour continuer à aller de l'avant. C'est ainsi que se termine cet épisode. Un immense merci à notre invité du jour pour avoir partagé son expérience et un peu de ses super pouvoirs avec nous. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas les prochains, où nous continuerons de dévoiler les talents cachés et les pouvoirs extraordinaires de ceux qui façonnent l'avenir du marketing. Une collaboration Service Plan Group et Média Marketing.